Des communautés autochtones manifestent contre la réforme du régime forestier et un homme accusé d'avoir happé mortellement un adolescent en Rwanda de retour en cours. Voici ce qu'on a pour vous. Bonsoir tout le monde, André Audet avec vous. On débute le bulletin avec le projet de loi 97, les communautés autochtones qui se sont fait entendre aujourd'hui pour dénoncer la réforme du régime forestier. Des manifestations ont lieu dans la région et Roxane Caillouette a assisté à celle de Picogan. La Première Nation Abitibi-Winnie s'est mobilisée lundi à Picogan pour manifester contre le projet de loi 97 qui vise à réformer le régime forestier. Présentement, sur le projet de loi 97, il y a le zonage. Puis les amorces du zonage ont commencé il y a une dizaine d'années avec les aires d'intensification de la production ligneuse qui s'est transformée pour les aires prioritaires à l'aménagement forestier. Puis ce zonage-là, c'est le tiers de la forêt québécoise qui sera plus consulté, qui va être prioritaire à l'industrie forestière. Avec le projet de loi 97, les membres de la communauté craignent de perdre leur tradition. Je trouve ça important pas juste pour la génération actuelle, mais les générations futures. J'ai quand même 5 enfants que je voudrais qu'ils s'épanouissent dans leur mode de vie traditionnel. Si la loi y rentre, là, c'est pas juste nous autres qui va perdre beaucoup, c'est toute la population du Québec, là. Sinon, si on ne le fait pas, il n'y a rien qui va se passer. Puis en plus, d'autant plus, c'est le premier ministre qui est rendu représentant de Abitibi-Témiscamingue. Alors, il devrait être ici, là, à matin. Là. Pour nous autres, c'est génération en génération. Puis là, ils vont couper toutes les arbres. Puis moi, c'est notre vie, ça. C'est notre vie. La communauté affirme que ce projet représente une menace pour son territoire et ses droits. Il menace notre territoire, il menace aussi nos forêts, la biodiversité aussi qu'on y retrouve dans le territoire du Québec. D'autres communautés comme Lac-Simon, Kitsi-Sidekick et Témiscamingue First Nation ont aussi pris part au mouvement. C'est une des premières. On avait élaboré une stratégie pour protester contre ça. Fait que, on ne sait pas comment le reste va se concrétiser, mais c'est une des premières. Puis plusieurs communautés du Québec font la même chose en ce moment, aujourd'hui. Les Premières Nations souhaitent faire partie de la discussion. Bien là, c'est le temps de s'asseoir avec nous. Je pense qu'on a été assez patients. Je pense que la patience, ça vient à bout. C'est de s'asseoir avec nous puis de travailler ensemble. Le projet de loi 97 pourrait être redéposé, mais la démarche devra attendre puisque la session parlementaire est suspendue jusqu'à la fin du mois. Le nouveau ministre des Ressources et des Forêts, Jean-François Simard, n'était pas disponible pour commenter le dossier. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Picogan. Judiciaire maintenant, vous vous souvenez sans doute là, de Tommy Roy, cet homme accusé d'avoir frappé mortellement en voiture un jeune de 17 ans à Granada en avril dernier. Eh bien, il était de retour en cours cet avant-midi au palais de justice de Rwanda, où la preuve a été complétée dans son dossier. Olivier Morin nous résume. Tommy Roy, cet homme de 39 ans accusé de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort, était de retour en cours ce matin. Il y a eu peu de développement lors de cette comparution. Le seul détail qui a été mentionné est que la défense a reçu la dernière partie des preuves. La preuve en question est le rapport d'expertise de la scène du reconstitutionniste qui a refait le fil de l'accident. L'avocat de la défense, maître William Roy, veut prendre le temps de consulter la preuve fournie par la couronne. Certains éléments de la preuve ne peuvent d'ailleurs pas être dévoilés. On rappelle que Tommy Roy aurait happé mortellement un adolescent de 17 ans dans le secteur de Granada en avril dernier, alors qu'il aurait été sous l'influence de l'alcool. Il fait également face à d'autres chefs d'accusation tels que délit de fuite alors qu'il se serait enfui des lieux de l'accident, menaces de mort envers des agents de la paix et entrave aux policiers. Malgré que la couronne s'y opposait, Roy avait été remis en liberté par le tribunal en mai dernier sous certaines conditions, comme de devoir respecter un couvre-feu, l'interdiction de conduire un véhicule à moteur ou encore d'entrer en contact avec la famille de la victime. La cause de Tommy Roy reviendra devant le tribunal le 10 décembre prochain. Il devra décider s'il plaide coupable ou non et on devrait donc savoir si un procès aura lieu. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rwanda. On parle maintenant de politique municipale. La ville de Rwanda qui interpelle Québec pour faire adapter son titre de ville émergée aux réalités locales. Sophie, c'est quoi les enjeux dont la ville met de la pression?
Bien, en fait, le problème principal, c'est que les villes MRC ne bénéficient pas des mêmes subventions, des mêmes pouvoirs que les MRC. Et c'est un titre quand même assez rare puisqu'il y a seulement 9 villes MRC à travers le Québec. Parmi celles-ci, Rouyn-Noranda est assez unique en plus parce qu'elle couvre un vaste territoire, mais également une assez petite population avec 43 000 habitants. Je vous le rappelle, c'est en 2002 que Rouyn-Noranda et les 12 quartiers ruraux autour ont fusionné pour devenir une ville MRC, oui. Et bien que cela ait des avantages, mais il y a aussi plusieurs enjeux. J'en ai discuté avec la mairesse. Je vous laisse l'entendre. Au niveau des programmes d'aide financière, c'est pas adapté à la réalité d'une ville MRC, souvent. Alors que ce soit, par exemple, pour des programmes qui s'adressent à des petites municipalités, bien, nos quartiers ruraux, ils n'ont pas droit parce qu'on est considéré comme une ville de 43 000. C'est un exemple. Si on pense à la taxe sur l'immatriculation, si on voulait se prévaloir de ce moyen-là pour financer notre transport en commun, bien, on n'a pas ce pouvoir-là. Et Sophie, là, ces revendications là, se déroulent alors que la campagne électorale va débuter dans moins d'un mois. C'est pas un hasard, là. Oui, vous avez raison, Andréi. C'est des démarches que la mairesse souhaitait entreprendre avant la fin de son mandat en novembre prochain. Il y a d'ailleurs un document qui a été déposé à la dernière séance du conseil municipal pour faire valoir les points de la ville. Et j'ai demandé au député Daniel Bernard s'il pensait que ça allait être bien reçu au niveau de Québec. Il est mitigé. Je vous laisse l'entendre. J'espère, avec la nouvelle ministre des Affaires municipales, Mme Guilbeault, elle nous avait donné un coup de main justement dans un dossier similaire pour le transport, lorsqu'elle était au transport. Convaincu que Mme Guilbeault va me donner un coup de main là-dessus. Mais dans d'autres ministères, ça a toujours été compliqué et c'est un travail de longue haleine. Et la documentation présentée par le conseil municipal pourrait également servir à d'autres villes, alors que certaines municipalités au Québec parlent présentement d'éventuelles fusions. Eh bien, ça pourra peut-être en inspirer d'autres. Merci beaucoup, Sophie. Au culturel, oui. Il y a quelques semaines, une nouvelle autrice de la région a dévoilé son premier livre. Cindy Avoine vous présente Synchronicité accidentelle, ce livre qui raconte l'histoire de Sally, une réceptionniste dans un bureau de médecin qui voit sa vie basculer lorsque des traits physiques inhabituels commencent à apparaître simultanément. Cindy a écrit ce roman en songeant aux nombreuses coïncidences, simultanéités et aux sensations de déjà-vu qui se sont produites tout au long d'une vie. Synchronicité accidentelle est disponible en ligne et à la librairie L'Ivresse. Au sport, le Bécard de Center ne disputera pas de prochaine saison. L'organisation qui a annoncé une pause forcée pour la saison 2025-2026. Selon l'équipe, plusieurs enjeux qui n'ont pas pu être réglés pendant la saison morte expliquent cette décision. Et dans un message publié vendredi dernier, les dirigeants remercient joueurs, partisans, commanditaires et bénévoles pour leur appui au fil des années. Et ils regrettent la situation et ils espèrent revoir la communauté rassemblée autour du Bécard dès la saison suivante. On aurait pu avoir une saison, sauf que la plupart des joueurs qu'on avait vont travailler dans une mine ou dans un moulin, ce qui fait qu'ils sont sur des horaires 14-14, 7-7. Donc, en partant, on les perd la moitié du temps. On a pris l'horaire de tous les joueurs, puis on s'est rendu compte qu'on n'était vraiment pas assez. On était juste limite. À la météo, ce soir et cette nuit, pas grand-chose à signaler, mis à part quelques nuages au Témiscamingue, maximum de 6 plus au nord et de 8 plus au sud. Demain, le beau temps qui se poursuit avec le soleil bien présent, maximum de 25 en Abitibi et de 24 au Témiscamingue. Un petit aperçu pour mercredi, c'est ensoleillé partout, des températures assez chaudes, des maximums entre 25 et 27. Comme quoi l'été n'a pas dit son dernier mot, on en profite. C'est tout pour nous ce soir. Demain, on tente de s'entretenir avec vos députés fédéraux de la région afin de savoir comment ils entrevoient leur nouvelle session parlementaire à Ottawa et quelles seront leurs priorités. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. On se dit à demain. Excellente soirée à vous.